Doit-on forcément aller à l'université pour lire de la philosophie et comprendre les grands penseurs de notre histoire? La réponse est non. Il est tout à fait possible de lire en autodidacte de la philosophie, c'est ce que je fais personnellement depuis plus de 8 ans. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas évident de se retrouver dans 25 siècles de philosophie occidentale, qui commence donc avec Socrate, Platon et Aristote, et qui nous mène jusqu'à nos philosophes contemporains, avec des centaines de génies, de grands penseurs au milieu qu'on aurait envie d'étudier sans savoir par où commencer. Je fais donc cette vidéo pour aider ceux qui, comme moi il y a quelques années, débutent ou veulent débuter leur vie de lecteur de philosophie. Je vais vous présenter 7 livres, vous allez voir plus précisément 7 catégories de livres dans lesquels vous allez pouvoir choisir avec quelques recommandations que je vous fais pour pouvoir débuter sereinement la philosophie. Et je suis allé même plus loin, c'est que j'ai créé un ordre que vous allez pouvoir suivre pour vraiment pas vous perdre dans ces premiers mois, ces premières années d'exploration de cette belle matière qu'est la philosophie. Avant d'aller sur les différentes catégories de livres et les recommandations pour chacune des catégories, je vous redonne un petit peu de contexte sur mon parcours de lecteur de philosophie. Donc je lis la philosophie depuis environ 8 ans. C'est une activité qui est venue dans ma vie, non pas par plaisir intellectuel ou conceptuel, mais vraiment par ce que j'appellerais une nécessité existentielle. Je cherchais vraiment des réponses à des mots, à des questions que je me posais. Je cherchais à trouver du sens, à répondre à des problématiques que je traversais. Et donc la philosophie a été une discipline qui m'a aidé, notamment à travers les philosophes antiques, le stoïcisme, mais pas que, vous verrez, à chercher des réponses pour gagner en alignement, en sérénité, en bonheur et ensuite en sens. Voilà, je développerai ça un peu plus tard. Mais c'est important de comprendre le terreau en fait, qui m'a fait aimer la philosophie et donc mon parcours de lecteur de philosophie, puisque c'est celui que je vais vous proposer dans cette vidéo. Le but n'est pas d'être que dans de la philosophie analytique ou conceptuelle, mais vraiment de vous donner un parcours de lecteur qui va vous aider à rendre la philosophie utile pour votre vie. Donc, pour ça, on va découper, vous allez voir, donc à travers les catégories, donc avec 3 intentions principales que j'ai. La première, c'est de bien vous faire comprendre, à travers les lectures que vous allez pouvoir faire ensuite, qu'est-ce que la philosophie antique et vraiment repartir des bases de cette philosophie occidentale qui a commencé donc il y a 2500 et 3000 ans. On ira ensuite sur un balayage holistique, plus global, de toute la philosophie, donc de ces antiques aux modernes, et voire même aux contemporains. Donc à travers des livres qui vont vous aider à prendre conscience de comment s'est construite la pensée occidentale à travers les siècles et même les millénaires maintenant. Et enfin, quelques introductions à des philosophes modernes, donc après le XVIe siècle, qui sont souvent plus difficiles d'accès que les philosophes antiques, paradoxalement. Et donc, mon but, c'est de vous donner des introductions pour pouvoir rentrer dans certaines de ces œuvres, et en tout cas d'avoir cette idée qu'à chaque fois que vous voulez rentrer dans un philosophe moderne, c'est intéressant de trouver des bonnes introductions pour pouvoir les comprendre correctement et construire votre compréhension et connaissance à partir de ces introductions avant de rentrer dans les grandes œuvres. Je m'arrête ici pour le contexte et les intentions derrière la vidéo, et on commence tout de suite avec la première catégorie. Alors je vais pas faire hyper original pour commencer, mais c'est fondamental. Ma première catégorie et mes premières recommandations concernent les dialogues de Platon. Platon, c'est le père de la philosophie occidentale. Donc on connaît très souvent Socrate, qui lui n'a rien écrit, et c'est justement à travers Platon que l'on va comprendre la pensée de Socrate, du moins la pensée de Socrate via Platon. C'est assez important à mentionner. Et pourquoi, du coup, je vous recommande les dialogues de Platon? Parce que, donc, comme je disais, c'est la base de la philosophie occidentale. On dit souvent que toute la philosophie n'est qu'une note après de bas de page des livres de Platon. Sous-entendu, Platon a déjà tout dit et maintenant on construit à partir de Platon. C'est plus ou moins vrai, mais en tout cas, c'est une blague assez importante en philosophie de ce que j'ai compris. Et l'idée en fait derrière donc ces dialogues, pourquoi je vous les recommande, c'est parce qu'ils sont relativement courts pour la plupart, donc c'est des très bonnes introductions, et surtout le format du dialogue, donc la dialectique, l'échange, est le format maître en fait de la philosophie. Parce qu'en fait, il n'y a pas de pensée sans écriture et il n'y a pas de philosophie sans dialogue, on pourrait dire. C'est vraiment, même quand on est seul, en fait, on est toujours en train de dialoguer avec soi-même pour essayer de mieux comprendre à quoi on pense. Et le meilleur outil, du coup, est la discussion, la conversation. Et c'est magnifiquement représenté à travers tous les dialogues de Platon, qui sont toujours des mises en scène, ou très très souvent en tout cas, de Socrate, avec d'autres personnes qui interviennent. Et voilà, on va voir par le dialogue, en fait, comment la connaissance, la pensée et la vérité se trouvent donc, dans les dialogues de Platon. J'ai 3 recommandations à vous donner par rapport
au dialogue de Platon. Je ne vais pas vous donner tout de suite La République, qui est le plus connu, parce que, il est plus long que la moyenne des livres de Platon, et deux, c'est pas un dialogue, c'est le seul essai, on pourrait dire, de Platon. Du moins, le format dialogue n'est pas présent tout du long. Du coup, je le trouve moins accessible pour commencer vos premières lectures. Ma première recommandation par rapport au dialogue de Platon, du coup, ça va être Le Banquet, qui est mon favori. Donc l'idée du banquet derrière, c'est un dialogue qui va être du coup une série de thèses, si on pourrait dire, de différents personnages dont Socrate sur le thème de l'amour. Et à travers, en fait, à fur et à mesure du texte, on va voir qu'il va y avoir une notion de l'amour qui va évoluer, qui va se rapprocher de plus en plus vers une forme de beauté, une forme de vérité. Et ça permet de comprendre en fait ce dialogue, comment la pensée évolue et comment, à travers l'échange, on évolue en tant aussi qu'individu, notamment à travers de Socrate, du coup, qui est le sage parmi les sages. Vous allez voir, il y a pas mal de scènes assez marrantes, entre guillemets, dans le banquet. Voilà, je vous spoil pas, mais allez lire et vous comprendrez même Socrate au-delà de sa pensée. Je peux vous recommander aussi un autre qui n'est pas forcément un dialogue en tant que tel, c'est l'Apologie de Socrate, qui est un autre de mes favoris. Donc là, on va se retrouver donc au procès de Socrate, qui a été accusé par des citoyens d'Athènes, qui l'accusaient justement de corrompre la jeunesse en leur mettant des mauvaises idées dans leur tête. Et donc en fait, Socrate va se retrouver, donc, comme c'était de coutume à Athènes à cette époque, donc, à devoir se défendre dans un procès. Lui décide de ne pas prendre d'avocat. Et donc en fait, ça va être la plaidoirie, si on peut dire, de Socrate pour sauver sa vie, mais surtout pour passer un message, vous verrez, aux citoyens d'Athènes, aux jeunes notamment. C'est un livre incroyable, vraiment. Apologie de Socrate, c'est assez court de mémoire, ça doit faire 100-120 pages si je ne dis pas de bêtises, et ça vous montre vraiment quelle est l'importance, la portée qu'avait Socrate, qui devient après en fait l'exemple même de ce qu'est un grand philosophe. Ensuite, en troisième, je vais vous proposer le Gorgias, toujours de Platon évidemment. C'est le plus long des trois, celui-ci fait plutôt 300 pages, donc je ne le recommande pas en premier. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il explore la question du langage et de la rhétorique. Donc c'est vraiment en fait une dimension qui était très importante pour les philosophes antiques à Athènes. C'était cette guerre entre ce qu'on appelle les sophistes, donc c'est ceux qui savent, et les philosophes, c'est donc ceux qui ne savent pas, qui sont en quête de sagesse. Et comment en fait le langage et la pensée va potentiellement être utilisé par les sophistes dans une quête de puissance, de pouvoir, de statut, ou par les philosophes dans une quête de sagesse, de vérité. Donc pour moi, c'est vraiment un sujet qui est fondamental et qui est très moderne en réalité. On le voit aujourd'hui sur des sujets de politique, de géopolitique, d'économie, enfin voilà, dans plein de domaines. Donc c'est vraiment aussi une bonne recommandation, mais peut-être dans un second temps. Déjà, faites-vous la main, entre guillemets, avec des dialogues plus courts, et ensuite allez potentiellement sur Gorgias. Un tips, avant d'aller sur une autre catégorie de livres, c'est que si vous êtes sur Kindle, vous avez tous les Platons dans une édition, il faut taper Platon collection complète, et il y a une super maison d'édition qui propose pour 1 € de mémoire toute la collection de Platon. Une fois que vous avez mis un premier pied donc, avec Platon et les dialogues, on va essayer de comprendre maintenant ce qu'est la philosophie antique, plutôt dans son ensemble, et notamment sur une deuxième phase qui est celle des écoles de philosophie. Parce que du coup, on a les trois grands de la philosophie, donc Socrate, Platon ensuite, qui nous relate qui était Socrate d'une certaine manière et ce qu'il pensait, en tout cas avec les biais de Platon. Enfin, les biais entre grandes guillemets, c'était un génie Platon, mais il avait forcément quelques biais et des intérêts notamment. Et enfin, Aristote, qui était l'élève lui-même de Platon. Donc on a ces trois grands, et ensuite on commençait à se constituer donc des écoles de philosophie dans la lignée de celle de Platon. Donc Platon, c'était l'académie, et Aristote, le lycée. Donc on se retrouve du coup à Athènes avec plein d'écoles qui deviennent, en fait, qui sont des sous-écoles, si on peut dire, en tout cas des continuités de ces grands philosophes. Et donc il y a des livres qui expliquent comment fonctionnaient ou quelles étaient ces écoles et ces différents philosophes. Parmi celles-ci, notamment le stoïcisme, que vous connaissez au moins de nom, si vous écoutez cette vidéo, j'imagine. Voilà, oui, je sais que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent, et c'est une philosophie qui est très populaire à notre époque. Donc j'ai 2 recommandations pour vous par rapport à cette catégorie de livres. La première, c'est un livre qui a été traduit en français, qui s'appelle « La philo, c'est la vie » de Jules Evans, qui est un auteur britannique contemporain, et qui a fait un super livre d'introduction, je trouve, justement, où je me souviens, il y avait, de mémoire, j'ai lu il y a 4-5 ans, il y a, disons, je crois, 12 chapitres, si je ne dis pas de bêtises, ou 24 chapitres,
qui représentent chacun une partie de la journée. Et pour chacun d'entre eux, en fait, il va prendre un philosophe ou une école de philosophie de l'Antiquité gréco-romaine et nous expliquer en fait quelles étaient leurs grandes idées, en quelle mesure ils étaient utiles pour notre vie réelle, notre vie pratique, notre vie du quotidien. Et c'était vraiment un livre qui, moi, m'avait beaucoup aidé, en tout cas dans ma compréhension globale, on va dire, avant d'entrer dans les détails de ce qu'était réellement la philosophie antique. Donc c'est une super introduction pour aller plus en profondeur et dézoomer un petit peu après avoir lu les premiers dialogues de Platon. Et si vous voulez aller encore plus loin, là, je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, mais je vais vous proposer ce livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la philosophie antique ?» de Pierre Hadot. Donc là, c'est le boss du game de la philosophie antique, si on peut dire. C'était un super philosophe français qui est décédé il y a quelques années, qui était un spécialiste de la philosophie antique et qui nous fait comprendre justement que la philosophie antique, contrairement à la philosophie moderne, avait une destinée qui était complètement pratique et transformative, existentielle. Et que l'objet de la philosophie était avant tout donc, de transformer l'individu en face de soi, quand on faisait un discours de philosophie, et pas nécessairement de créer un ensemble de concepts et un système, entre guillemets, parfait. C'est plus complexe que ça, mais pour comprendre globalement, en tout cas la première couche, c'est important de comprendre ça. Voilà, c'est la grande distinction qu'il y a entre la philosophie antique et la philosophie moderne, qui est plutôt un ensemble de systèmes et de concepts élégamment orchestrés pour pouvoir développer la pensée et la connaissance humaine et faire développer le monde des idées. J'en ferai une vidéo dédiée si ça vous intéresse de creuser, si ça prendrait trop de temps à développer. Mais en tout cas, vous comprenez ça en lisant Pierre Hadot. Et c'est une super, encore une fois, c'est même pas une introduction, là, on creuse vraiment quelles étaient les écoles de l'Antiquité, comment elles fonctionnaient, comment elles se sont construites. Enfin, moi, ça me fascine. Et si vous voulez vraiment comprendre donc, ce qu'était la philosophie à cette époque, lisez du Pierre Hadot, mais plutôt dans un second temps. Encore une fois, commencez par un Jules Evans ou des équivalents que vous pourrez trouver de votre côté. Et ensuite, si vous voulez creuser, Pierre Hadot. Ce sera excellent. Maintenant, on va aller dans la catégorie des stoïciens et des autres écoles de l'Antiquité pour aller creuser plus en profondeur donc, le sujet que j'ai amorcé avec Pierre Hadot et Jules Evans juste avant. Donc, comme je vous ai dit, donc, on revient à Athènes, après Aristote, après Platon, après Socrate. Plein d'écoles de philosophie qui émergent dans la grande cité athénienne. Et là, on se retrouve donc avec donc, une compétition entre les écoles, notamment entre le stoïcisme et l'épicurisme. Et donc, je vais vous recommander quelques lectures donc, de ces deux grandes écoles en priorité, qui sont celles que j'ai principalement lues. Et c'est de celles notamment dont les livres nous sont restés, tout simplement. Il y a des écoles, on n'a même pas de livres aujourd'hui, seulement des fragments parfois. Donc moi, je ne vais pas vous recommander Marc Aurèle, Les pensées pour moi-même. C'est le livre qu'on recommande le plus, je comprends, sur Internet, parce que voilà, les gens sont un petit peu appropriés stoïcisme dans une dimension un peu de puissance, de développement personnel, etc. Donc c'est cool de dire je lis le livre d'un empereur. Le livre est intéressant, hein, je ne dénigre pas le livre, mais il est plus dur à comprendre en réalité. Il est moins accessible en réalité quand on comprend pourquoi il a été écrit et comment il a été écrit que d'autres livres de stoïciens. Donc moi, je vais plutôt vous recommander, pour commencer, les livres de Sénèque, qui personnellement est mon favori, on va dire, des stoïciens. Donc moi, j'ai par exemple De la brièveté de la vie ou les lettres à Lucilius, que vous pouvez trouver aussi de manière quasi gratuite sur Kindle, de mémoire. Et du coup, je vous recommande pour commencer par ces livres-là, parce qu'ils sont, ils sont courts, notamment De la brièveté de la vie, et deux, ils sont très concrets. Vous allez voir, en fait, les questionnements qu'avait Sénèque, c'était les questionnements que vous pourriez avoir, vous, ou que moi je pourrais avoir aussi. Et il cherchait des réponses en s'appuyant sur les principes de la philosophie stoïcienne, mais pas que. C'est ça que je trouve intéressant avec Sénèque, c'est qu'il citait parfois, et même souvent, Épicure à la fin de ses lettres, qu'il envoyait notamment à Lucilius, donc dans Lettres à Lucilius. Donc je trouve que ces deux livres sont des très bonnes introductions au stoïcisme et à comprendre comment la philosophie a un impact direct sur votre manière de vivre et de penser. Et comment elle peut faire, même par introspection, un travail et un effort d'amélioration de soi, d'élévation de soi. Ensuite, je vous recommande, une fois que vous avez fait Sénèque, je vais vous recommander Épictète, encore une fois, donc qui est notamment le manuel du coup. C'est le livre qui permet, je pense, premièrement en tout cas, de le mieux comprendre ce qu'était le stoïcisme d'un point de vue conceptuel. Donc Épictète, c'était un ancien esclave qui est devenu un exceptionnel philosophe, très apprécié notamment avec ses prises de parole dans son école qu'il avait, il me semble, à Chypre. Et donc voilà, en lisant Épictète, vous avez une compréhension plus fine
des principes premiers, on va dire, du stoïcisme, des grands concepts du stoïcisme. Et je vais vous donner un livre contemporain. Alors, je ne l'ai pas avec moi. C'est un livre qui me semble qui n'est pas traduit. Il s'appelle A Guide to the Good Life de William Irvine, qui, à mon sens, et dans la continuité de l'Épictète et du manuel, sera le meilleur livre pour comprendre en profondeur le stoïcisme et ce qu'était la philosophie antique, avec un philosophe universitaire qui a su rendre la philosophie stoïcienne compréhensible et réadaptée au monde moderne. Et enfin, avant d'aller sur une autre catégorie, je suis obligé de vous parler du plus grand rival des stoïciens, donc Épicure, qui a créé donc le courant philosophique de l'épicurisme, donc avec son nom. Et Épicure, il a notamment écrit un texte qui s'appelle Les Lettres à Ménécée, qui est un texte de 30 pages à peu près, 20-30 pages, c'est relativement court, sur le sujet de la mort. Et c'est le plus beau texte antique que j'ai lu sur le rapport à la mort. Et il explique même de manière rationnelle pourquoi la mort, en fait, n'est pas un sujet, entre grandes guillemets. Mais voilà, c'est un concurrent des stoïciens. Vraiment, c'était des gens qui étaient vraiment en compétition pour attirer des adeptes. Mais c'était deux écoles vraiment hyper intéressantes. Donc, pour ne pas lire que du stoïcisme de cette époque, lisez du Épicure et des Lettres à Ménécée, qui est le plus accessible pour un néophyte, pour un nouveau lecteur, notamment par du fait qu'il soit relativement court. Maintenant, on va voir des livres qui vont vous aider à balayer, à avoir une vue d'ensemble, cette fois-ci pas que de philosophie antique, mais d'ensemble, de ce qu'est l'histoire de la philosophie, et quelles sont les grandes idées, les grands courants, les grands philosophes de l'Antiquité à de nos jours. Pourquoi c'est important ? Parce que la philosophie se construit par prolongation, donc on construit les idées les unes au-dessus des autres, et par opposition, que ce soit dans le temps, donc un philosophe va répondre à un philosophe du passé, ou dans l'espace, donc deux philosophes à la même époque vont confronter leurs idées pour soit convaincre l'autre, soit trouver une vérité plus grande, on pourrait dire. Donc c'est assez important d'avoir une vue d'ensemble avant de vraiment plonger dans des philosophes, dans des problématiques, dans des courants de philosophie qui vont vous correspondre. Si vous êtes dans mon cas, voilà, pour aller chercher par exemple des solutions, enfin, en tout cas des pistes de pensée par rapport à vos problématiques personnelles, des problématiques pratiques, des problématiques existentielles, des problématiques spirituelles, ou que sais-je. Je vous fais 3 recommandations, même 4, avec des angles un peu différents, donc vous choisirez en fonction de vos préférences. Le premier, c'est un roman qu'on pourrait dire pédagogique, initiatique, qui s'appelle Le Monde de Sophie, alors d'un auteur qui me semble être norvégien, qui s'appelle Jostein Gaarder. Et c'est un roman qu'on suit une jeune fille, une adolescente de mémoire, ou un peu plus jeune, vers 10-12 ans, qui en fait va suivre un jeu d'énigmes, et il va en fait se retrouver dans une espèce de quête de questionnement avec donc elle va avoir c'est un jeu de pistes en fait, c'est dur à décrire dans le livre, mais où elle va apprendre en fait progressivement à travers le jeu de pistes l'histoire de la philosophie. Et du coup, en fait, on suit une histoire qui est assez cool à suivre, on se pose plein de questions, c'est un jeu, encore une fois, à enquête, à énigme, et en même temps, cette Sophie qui est dans une quête de savoir forte, à l'âge adolescent, va se retrouver du coup à apprendre et à suivre toute l'histoire de la philosophie avec un mentor un peu particulier. C'est un livre qui a vraiment très très bien fonctionné, d'ailleurs je crois que c'est un très très gros best-seller. Je vous le recommande si vous êtes plutôt du genre à vouloir rentrer dans des sujets par de la fiction. En tout cas c'est un super moyen de rentrer, c'est très bien vulgarisé, c'est très bien expliqué, c'est très divertissant. Donc c'est une première recommandation que je peux vous faire. Si vous êtes plutôt à vouloir rentrer par quelque chose de l'ordre de la non-fiction, de la connaissance directement, je vous propose La plus belle histoire de la philosophie de Luc Ferry, qui là va plutôt dans un livre de 300-400 pages, 500 maximum, mais plutôt c'était 300-400 mémoire, réussir à nous faire un condensé de l'histoire de la philosophie avec les grandes époques, les grands courants, les grandes idées des philosophes. Alors évidemment, vous imaginez, sans rentrer dans les grands détails, mais ça permet encore une fois, c'est le but de ce livre, d'avoir une vision horizontale de l'histoire de la philosophie occidentale depuis donc 2500 ans au moins. En troisième, je vous propose Comment la philosophie peut nous sauver de Fabrice Midal. Fabrice Midal, c'est un psychologue, philosophe et un créateur de contenu aussi, qui crée énormément de contenu sur Internet, qui a écrit un livre sur lequel je suis tombé cette année et que j'ai lu et que j'ai trouvé vraiment aussi très éclairant, même si moi j'avais déjà conscience de ça, donc ça peut-être été moins utile, mais pour vous, je pense que ça peut être très utile, à quel point la philosophie peut être une aide à la vie quand on va mal, quand on se pose des questions,
quand il y a quelque chose qui déconne globalement, que ce soit dans votre vie ou dans votre perception du monde, et de trouver une forme de consolation et d'aide dans la philosophie. Et j'ai une autre recommandation qui, moi, m'avait encore plus marqué, mais qui est plus dure à trouver, donc je la recommande en second, c'est Les consolations de la philosophie de Alain de Botton. Alain de Botton, c'est un philosophe anglais d'origine suisse, qui est le fondateur, vous connaîtrez peut-être sa chaîne The School of Life, qui est une très grosse chaîne anglophone de contenu, notamment sur la philosophie. Et Alain de Botton, donc, il nous avait fait un livre pour expliquer en quoi les philosophes, notamment ce que moi j'appelle les philosophes existentiels, donc les antiques et quelques philosophes modernes comme Schopenhauer, Nietzsche ou Montaigne, peuvent nous aider quand on va mal, quand on sent pas bien globalement, et qu'on a besoin un petit peu d'un coup de boost dans la vie, selon différents mots ou échecs ou situations compliquées qu'on rencontre. Voilà, donc vous avez le choix. D'ailleurs, je fais une petite aparté, mais tous les livres que je suis en train de vous présenter là depuis le début et toutes les catégories, vous n'avez pas forcément besoin de tout noter tout de suite. Je vous ai mis en description, vous irez voir à la fin de la vidéo. Donc tout cela est structuré dans un document. Vous aurez juste à le télécharger et vous aurez accès à tous les livres que je viens de vous présenter et que je vais vous présenter dans la deuxième partie, la suite de la vidéo. Maintenant, on va s'attaquer aux introductions au moderne. Et donc pourquoi vous faire des introductions plutôt que vous faire rentrer directement dans les textes, les sources premières de ces philosophes modernes? C'est que la philosophie, en fait, s'est complexifiée avec le temps. Alors pour deux raisons, parce que déjà elle a une vocation plutôt de création de systèmes et de concepts forts pour avoir un impact sur le monde des idées, sur les structures, sur la société, plus que sur les individus et les transformations existentielles, les questions de sens, etc. sont des sujets moins importants, on va dire, et moins plébiscités par les philosophes modernes. Donc forcément, ils ont des sujets plus complexes, donc il faut rentrer différemment dans leurs œuvres. Et aussi parce qu'encore une fois, la philosophie se construit par superposition et aussi dans le temps et l'espace, voilà, et par opposition. Donc le plus on avance dans le temps, le plus il y a de passifs, le plus on va se baser sur des prédécesseurs. Et du coup, il faut pour le lecteur aussi des bases conceptuelles des prédécesseurs pour comprendre le livre qu'ils sont en train de lire et le philosophe sur lequel ils sont en train de se plonger. Par moderne d'ailleurs, on n'entend pas contemporain, hein. Moderne c'est post-16e siècle, on pourrait dire. Donc, tout ce qui est après la révolution scientifique, après Descartes, etc. Je vais vous donner 3 recommandations donc, pour cette catégorie de livres, avec des axes un petit peu différents. Ma première, ça va être Vivre une vie philosophique de Onfray, qui se concentre sur la vie du philosophe Henry David Thoreau. Henry David Thoreau, c'était un philosophe américain du XVIIIe siècle, qui est connu notamment pour avoir vécu plus de 2 ans dans une cabane en périphérie de Walden, dans le Massachusetts, et dont il a tiré un livre, son plus connu d'ailleurs, Walden, La vie dans les bois, qui était, en fait, c'était un philosophe qui était lui-même mentoré par Emerson, et qui est un des plus grands philosophes américains donc du 18e, et même un des plus grands philosophes américains tout court, et qui formait le mouvement, ce qu'on appelle les transcendantalistes. Et ce qui est intéressant avec le livre d'Onfray et avec surtout Thoreau, c'est que c'est quelqu'un qui vivait une vie philosophique, indépendamment de ses idées, de ses concepts. Donc il incarnait sa pensée, il vivait en accord avec celle-ci. Et c'est tout le message du livre d'Onfray, c'est de montrer à travers ce philosophe américain comment la philosophie devrait être au sens de Thoreau, au sens d'Onfray et à mon sens. La philosophie a la première vocation d'être mode de vie, mode de pensée, incarnation, entre une pensée, un concept et une manière d'être, et une manière d'agir, une manière d'être au monde, encore une fois. Ensuite, on va aller sur un livre d'un auteur français, Frédéric Lenoir, que j'aime beaucoup parce qu'il a une belle plume. C'est pas empoulé, on comprend très bien, c'est un très bon vulgarisateur, il est très clair dans sa manière d'écrire. Il nous a fait un livre introductif sur un des plus grands philosophes de toute l'histoire, qui s'appelle donc Spinoza, Baruch Spinoza. Et le livre, donc, c'est Le Miracle Spinoza, qui est une très bonne introduction à ce penseur qui est exceptionnel, mais qui est aussi très difficile d'accès. Spinoza, son plus grand livre s'appelle L'éthique de Spinoza. C'est très dur à lire. Moi, j'ai déjà essayé de rentrer dedans, je n'y suis pas arrivé du premier coup, loin de là. D'ailleurs, j'ai jamais terminé, pour vous dire, même encore au moment actuel où je parle, parce que j'avais pas pris des bonnes introductions. J'avais pas pris le temps de rentrer dans le texte par des introductions intelligentes. Et du coup, plus tard, j'ai lu Le Miracle Spinoza, qui m'a aidé à mieux comprendre. Mais pour autant, voilà, il faut encore travailler avant de pouvoir rentrer pleinement dans le texte. Mais c'est une superbe introduction
qui pourra donner beaucoup de plaisir aussi, parce que Spinoza, c'est une histoire déjà fascinante, tragique, mais aussi une pensée on l'appelle la philosophie de la joie. Il y a quelque chose de très puissant chez Spinoza, donc rentrez quand même dans Spinoza le plus vite possible, et plutôt par des livres comme celui de Frédéric Lenoir. D'ailleurs, une autre idée que j'ai pour vous par rapport à Spinoza, c'est de lire un livre de Irving Yalom, que je vais citer juste après encore une fois, qu'il a écrit sur Spinoza, qui s'appelle Le problème Spinoza, donc qui est un roman dans lequel il va intégrer la pensée de Spinoza et qu'elle va avoir un impact sur les personnages du roman. Donc c'est une parenthèse, c'était pas dans les idées de recommandation principales, mais en tout cas, Irving Yalom et Le problème Spinoza, c'est génial. Et dans la continuité, Irving Yalom, donc, qui est un romancier et surtout connu pour être un grand psychothérapeute, notamment dans les thérapies de groupe, a écrit un autre livre que je vous recommande qui s'appelle La méthode Schopenhauer. La méthode Schopenhauer, justement, c'est l'histoire d'un psychothérapeute, donc on peut imaginer qu'il y a un petit peu de Yalom dedans, qui est un spécialiste de thérapie de groupe, comme Yalom, et qui va rencontrer dans une des thérapies de groupe un spécialiste de Schopenhauer. Et en fait, il va y avoir tout un dialogue concret et un dialogue entre guillemets fictif, en tout cas une avancée de la trajectoire de pensée et de vie de ces deux personnages, donc le psychologue et le philosophe spécialiste de Schopenhauer. Et c'est génial. Je sais même pas comment vous en parler là. C'est vraiment, donc on rentre dans la pensée de Schopenhauer à travers ses personnages, et c'est ce que fait Yalom dans tous ses romans. Et je vous le recommande parce que c'est des super manières introductives en tout cas de commencer à s'intéresser à la pensée d'un philosophe. Ensuite, je vais vous présenter ce que j'ai appelé des petits bonbons à consommer le soir notamment, en tout cas quand vous êtes dans des temps calmes ou des temps longs. Donc vraiment des petits bonbons. Pourquoi des petits bonbons? Parce que là, je donnais plein de livres. Il y a pas mal de livres sous forme de fiction, romancés. C'est pas des livres hyper lourds, mais vous n'avez pas, vous êtes encore dans des choses qui sont des bases conceptuelles, des bases théoriques, des compréhensions de ce qu'est la philosophie, donc qui va vous donner du plaisir. Mais vous n'êtes pas encore dans des livres qui se lisent vraiment comme, encore une fois, comme des bonbons, en fait, des passages qu'on peut picorer. Le premier, c'est le plus connu des philosophes français, ou un des plus connus, qui est pourtant pas considéré comme un philosophe pour tout le monde, c'est donc bien sûr Michel de Montaigne et ses célèbres essais. Donc Michel de Montaigne, c'est un essayiste, le premier essayiste, c'est lui d'ailleurs qui a créé au final le terme essai, parce que l'idée d'un essai, c'est donc tout simplement d'essayer quelque chose, d'essayer de développer une idée. Ça nous vient de Montaigne en fait, tout simplement, c'est lui le père de cette idée. Et donc les essais de Montaigne, donc c'est un gars qui s'est retrouvé dans son château, donc on va dire dans la deuxième partie de sa vie, quand il pensait qu'il n'en avait plus pour longtemps, à vouloir avoir une vie de l'esprit, une vie intellectuelle, une vie spirituelle, à travers la lecture, mais surtout à travers la production de pensée. Et donc c'est quelqu'un qui était très ouvert, un grand humaniste, qui s'intéressait à tous les sujets et qui a vraiment balayé vraiment quelque chose d'exceptionnel. En fait, il a parlé de tout, presque on pourrait dire, en partant de lui notamment. Vraiment, Montaigne, c'est très puissant parce que c'est le premier livre introspectif, si on peut dire. Le tout avec une intelligence incroyable. C'est pas introspectif en mode influenceur Instagram des années 2020. C'est vraiment un livre d'une profondeur et d'une capacité d'analyse de soi-même et de ce qu'il y a autour de lui et d'autrui exceptionnel. Et ça se lit du coup par petits essais, du coup petits chapitres de quelques pages, au maximum 20-30 pages, hormis pour quelques-uns qui sont plus longs. Et vous avez plein de mini-essais, des fois même de 2-3 pages. Et je vous recommande les éditions de Bernard Combeau, qui sont une des dernières éditions des essais, qui sont dans un français modernisé, qui seront plus simples à appréhender que les anciennes éditions. Et le deuxième livre, qui est tout aussi jouissif, de petits bonbons, c'est Le Gai Savoir de Nietzsche. Alors, j'ai pas encore cité Nietzsche, parce qu'on rentre dans la philosophie ou qu'on veut commencer à la philosophie, ça arrive très souvent que ce soit un des premiers auteurs qu'on a envie de lire. C'est pas forcément le plus simple penseur dans lequel rentrer facilement donc dans sa pensée, encore moins avec le livre qu'on prend tous quand on commence Ainsi parlait les Zarathustra. Ma recommandation, c'est si vous voulez quelque chose de sérieux avec Nietzsche, c'est de commencer par De là le bien ou le mal ou la généalogie de la morale. Donc ça, on pourrait le développer dans d'autres vidéos, mais pour cette vidéo-là, pour les petits bonbons, vous pouvez commencer par un livre qui est un peu un ovni, qui est Le Gai Savoir, qui est pour le coup des petits fragments que vous allez lire sur des pensées qui ne cherchent pas à être conceptuelles ou systémiques. C'est vraiment des réflexions brutes que Nietzsche développe, et vraiment avec son style très, très bourrin, entre guillemets, très, très volcanique, très agressif presque.
Mais c'est assez jouissif et ça fait énormément réfléchir. Moi, je me souviens, dans l'avion, une fois, lire Le Gai Savoir et avoir lu que 4 pages en 2 heures, mais me sentir dans un état d'excitation. Je me posais plein de questions, je remettais en cause des choses. Enfin, c'était très, très puissant. Et la dernière catégorie que je voulais vous présenter, donc c'est pour boucler la boucle maintenant. Voilà, on va faire cette 7e catégorie. On va revenir les GOATs de la philosophie. Donc, on a cité au début de la vidéo donc Socrate, Platon, Aristote. Et à ce stade, si vous avez suivi plus ou moins ces catégories, vous avez maintenant, je pense, un socle plus que suffisant pour rentrer dans leurs grandes œuvres. Donc pour Platon, c'est La République. C'est un des livres les plus importants de philosophie politique et de philosophie morale. L'idée de La République, Platon, c'est qu'il a essayé de conceptualiser à quoi ressemblerait la cité idéale, comment serait la justice, comment serait l'éducation, qui devrait gouverner. Donc c'est un livre qui est une base encore énormément reprise aujourd'hui en philosophie politique et en philosophie plutôt individuelle, donc éthique, morale. Et là, je pense que c'est un livre qui fait, il me semble, 400, 500 pages. Vous pouvez commencer à rentrer dedans, une première lecture en tout cas, mais pas plus tôt. Je pense que c'est le bon moment là, si vous avez déjà lu au moins un livre des catégories que je vous ai présentées avant, vous pouvez rentrer dans la République de Platon. Et ensuite, vous avez l'éthique à Nicomaque donc d'Aristote. Donc là, on est purement dans de la philosophie éthique, morale. Donc comment se comporter, comment vivre en tant qu'individu. La quête d'Aristote qui était le démonia. Donc c'était une quête d'alignement, de vertu, de bien-être, de bonheur, qui va être reprise après par toutes les écoles de philosophie antique, qu'on a vu donc dans la 2e catégorie de cette vidéo, la 3e catégorie de cette vidéo. Et là, vous allez comprendre par réminiscence, par rappel de mémoire, en fait, ce que vous avez lu avec le stoïcisme. Mais je trouve que c'est pas si grave que ça de le lire après, en fait, Aristote. Ça mettra encore plus de compréhension, plus de sens dans ce que vous aurez lu avec les antiques, avec les écoles de philosophie d'Antiquité. Cette liste de catégories que je viens de vous donner et toutes les recommandations de lecture vont vraiment vous aider, je pense, si vous voulez débuter la philosophie. Encore une fois, c'était le but de cette vidéo. Ma recommandation, c'est de prendre par exemple 1 ou 2 livres de chacune des catégories et de suivre les catégories dans l'ordre. Ce qui vous fera donc entre 7 et 10, 12, 14 livres à lire. Ça peut être un super objectif pour la nouvelle année qui va arriver, de se dire voilà, je lis l'an prochain donc tous ces livres pour pouvoir m'initier à la philosophie, pour pouvoir me constituer un bagage conceptuel, intellectuel et avoir vraiment en fait la philosophie qui vous soutient comme consolation aussi au quotidien, comme dit Alain de Botton, ou peut dire aussi Fabrice Midal, comme je dis dans la vidéo. Je vous mets en description tout le programme de lecture, toutes les recommandations, les différentes catégories de tous ces livres. Donc vous avez juste à aller en bas, vous téléchargez le document et vous avez accès à tout ça. Pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous aimez ce genre de vidéos, ces recommandations livres, je vais faire d'autres vidéos du même type donc très rapidement. Je donne aussi des conseils pour mieux lire, pour mieux penser, sur l'écriture aussi, avec parfois un axe un peu plus entrepreneurial. Je documente aussi, vous verrez, ma vie d'écrivain entrepreneur aussi. Je ferai des vidéos de ce type-là bientôt. J'espère que ça vous a plu. Allez voir cette autre vidéo où j'ai fait des recommandations de lecture de romans qui seront assez complémentaires aux vidéos, enfin en tout cas aux livres que je viens de vous montrer. C'est des romans qui sont initiatiques avec des dimensions très philosophiques. Et voilà, donc allez voir cette vidéo. Et quant à moi, donc je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. C'était JCK.